Cette semaine à l'émission, on branche nos antennes et on ouvre nos télescopes parce qu'on s'intéresse à la vie extraterrestre. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde Foi et Culture. Ici James Langlois, votre animateur en remplacement d'Antoine Malenfant pour cet épisode sur la vie extraterrestre. Sommes-nous seuls dans l'univers? Question qui se pose depuis au moins l'Antiquité, aux implications à la fois existentielles, culturelles, scientifiques et même religieuses. Le développement technologique du 20e siècle, qui a permis notamment les missions spatiales et l'agrandissement de notre champ de vision astronomique, a radicalement modifié notre rapport à cette question. Le terme extraterrestre désigne donc toute forme de vie hors de notre planète, qu'elle soit à l'échelle microscopique ou d'une civilisation entière. Hélène Stauffen, ex-scientifique en chef de la NASA, affirmait dans un reportage de Radio-Canada en juillet dernier que nous aurions, je cite, « de fortes indications de vie au-delà de la Terre d'ici la prochaine décennie et une preuve définitive d'ici 20 à 30 ans ». Durant la prochaine heure, nous aborderons 3 angles reliés à la question de la vie extraterrestre et des implications d'une telle découverte. Pour l'incontournable dimension scientifique, nous avons un invité de marque, M. Yvan Duthil, astrophysicien, membre de la commission F3 Système planétaire et astrobiologie de l'Union astronomique internationale et du comité permanent sur la recherche d'intelligence extraterrestre, le célèbre CETI, de l'Académie internationale d'astronautique. Bon, j'ai sorti les grands titres, c'était pas pour vous intimider, mais vous savez, vous avez aussi, avec un collègue, M. Duthil, créé un système de codage qui a été utilisé dans la conception de messages lancés en direction d'étoiles proches. Nous reviendrons sur tout cela dans quelques instants. Yvan, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Aussi sur le plateau, 2 visages bien connus de cette émission. D'abord, Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour le Verbe Média. Bienvenue, Sarah. Bonjour. Tu nous parleras des questions théologiques que pose la possibilité d'une vie extraterrestre. Ce sera en deuxième moitié d'émission. C'est une dimension de la théologie que je ne connais pas du tout, mais j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Et finalement, Jean-Philippe Marceau, auteur, éditeur et contributeur du blog et balado de Symbolic World et de son équivalent francophone La vie symbolique. Comme à l'habitude, Jean-Philippe, tu nous livreras une analyse du rôle symbolique que joue l'imaginaire extraterrestre dans notre culture contemporaine. Tu étais venu à nous en parler à une émission en 2022, mais là, je pense que tu as quand même quelques mises à jour à nous faire là-dessus. Oui, il y a quand même quelque chose qui ont changé dans la culture, puis ça vaut la peine d'en reparler. Exact. Voilà. Merci, Jean-Philippe, d'être avec nous. Ce sera en 3e segment d'émission. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, je me dis que c'est certain que vous avez vu au moins 2 films là, d'extraterrestres dans votre vie. Surtout, il y en a eu tellement dans les années 90. Lequel serait votre préféré, puis pourquoi? Sarah, vas-y. Moi, je ne suis pas tant une geek là, qui regarde d'extraterrestres, mais j'ai au moins vu Star Wars. OK. Pas très original. Mais lequel? Il y en a plusieurs. Hey, j'ai vu les 6, mais c'est parce que moi, je n'avais pas fait comme tout le monde. La plupart des gens ont vu les 4, 5, 6. Ouais. Puis après, on a vu les 1, 2, 3. Mais moi, mon mari me dit hey, « T'as jamais vu Star Wars? » Toi, t'as écouté du plus vieux jusqu'au plus récent. Exactement. Là, je pense que cette année, on célèbre d'ailleurs comme le 15 ans du 3e Revanche des Sith. Là, je sais plus trop. En tout cas, il y a un anniversaire pour un épisode. Là. Vous, Yvan? Ah, moi, mes 2 préférés, c'est Contact. OK. Justement, ils reçoivent un message des extraterrestres, il faut qu'ils le décodent. Puis L'Arrivée, qui est le même thème qui a été fait par Denis Villeneuve. Où il y a des extraterrestres qui sont physiquement là, mais il faut trouver une façon de communiquer. Moi, c'est ça que ça me vient me chercher, parce que c'est exactement ce genre de problème-là. Mais Denis Villeneuve qui a fait Arrival aussi, qui parle beaucoup de L'Arrivée, c'est exactement ça. Là. Puis c'est cette difficulté-là d'établir un système de communication commun. On aura l'occasion d'en parler avec vous dans quelques instants. Puis toi, Jean-Philippe? J'allais dire L'Arrivée aussi, c'est drôle, hein? Mais je vais prendre un backup pour ne pas dire la même chose. Dune. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été fait par Denis Villeneuve. Il y a quelques trucs dans le livre que je trouvais intéressants, que je trouve ont comme été un petit peu, disons, camouflés, mais ça faisait que c'était encore plus intéressant dans le film, à mon avis. Merci. De fait, moi, j'aime beaucoup les films Dune aussi. Mais il y a un film qui m'a marqué quand j'étais enfant. Je ne dirais pas que c'est mon préféré, mais j'y ai rêvé pendant longtemps. Il m'a traumatisé un peu, là, mais c'est Fire in the Sky, là, sur l'homme qui se fait enlever là, par les extraterrestres. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un peu ténébreux. OK, c'est pas Rencontre du troisième type, mais c'est dans le même style. Oui. Mais c'est basé sur une histoire vraie, là, semble-t-il. Enfin,
différents films pour les yeux des fans d'extraterrestres. Merci de vos suggestions. Et sans plus tarder, on parle des sciences extraterrestres avec l'astrophysicien Yvan Duthil. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Yvan Duthil, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, membre de la commission de bioastronomie de l'Union astronomique internationale et du comité permanent sur la recherche d'intelligence extraterrestre de l'Académie internationale d'astronautique. Je le mentionnais en intro d'émission, il semble que plusieurs scientifiques s'entendent sur le fait que la découverte de vie extraterrestre serait imminente. Êtes-vous de ceux-là? Si on est chanceux, faut comprendre ce qui a changé la partie... bien que c'est encore à moitié aux limites de ce qu'on est capable de faire, c'est le télescope James Webb qui a été lancé il y a quelques années. En théorie, on pourrait peut-être pouvoir prendre des spectres d'atmosphère de planètes. Et si on a un spectre anormal, on pourrait présumer de façon indirecte de détecter de la vie. J'en discutais avec des collègues l'année dernière, puis ils me disaient « Ouais, mais c'est pas mal limite. C'est probablement aller à l'autre génération d'instruments, peut-être dans 10 ou 15 ans, qui va après vraiment spécialiser pour détecter de la vie, où on va... La technique, c'est étudier l'atmosphère d'une planète. Parce que les planètes qui n'ont pas de vie dans le système solaire, Vénus, Mars, c'est du gaz carbonique. Ou des grandes planètes comme Jupiter, c'est de l'hydrogène, de l'hélium. Nous, on est anormal, on a de l'oxygène, puis de l'azote. Puis la raison, c'est parce qu'il y a de la vie. Ouais. Parce que si on élimine la vie sur Terre en l'espace de quelques siècles, quelques millénaires, l'oxygène va tout être absorbé par les roches, puis par les océans, puis on va retomber avec une atmosphère de gaz carbonique. Donc, cette anomalie-là, ce serait ça qu'on détecterait. C'est ce qu'on recherche, des anomalies dans l'atmosphère d'une planète. Parce que si j'ai bien compris dans mes lectures, c'est que le télescope James Webb nous a aidés à découvrir des milliers de planètes hors de notre galaxie, là, même. Notre système solaire. Notre système solaire. James Webb n'a pas tellement détecté, mais James Webb, il y a eu plusieurs projets. Il y a des projets où il y a 3 techniques pour détecter les planètes. Un, c'est on mesure le déplacement de l'étoile avec la vitesse, la vélocité. C'est parfait pour les planètes comme Jupiter, mais c'est un petit peu difficile pour les planètes comme la Terre. On ne bouge pas tellement. L'autre technique, qui est détecter beaucoup de planètes de la taille de la Terre un peu plus gros, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. C'est quand la planète passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile baisse un petit peu, couple de parties par million. Alors, c'est un petit peu difficile techniquement, mais on vient, tiens, il y a une planète. Puis l'autre technique qui commence à être utilisable, mais ça marche juste pour les planètes très proches, c'est on va imagerie directe. Puis là, il faut fabriquer un système pour cacher l'étoile. Ça a l'air... C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'une étoile, c'est un facteur 100 millions de fois plus brillant que la planète, comme une planète comme la Terre à côté. Alors, on cache l'étoile, puis on voit la planète. Donc, ces 3 techniques-là nous permettent... C'est pour ça qu'on les voit dans... On est capable de détecter des planètes. Depuis 1995, on détecte des planètes. Puis ça a été un bon test d'humilité, parce que la première planète qu'on a détectée, elle correspondait à aucune des théories de formation des planètes qu'on avait. Et au point où les gens ne pensaient même pas que c'était une planète au début. Et tout ça, maintenant, on sait comment il y a de planètes. On a une idée du nombre de planètes de la taille de la Terre qui se trouve à peu près à la même distance d'une étoile. On a des chiffres qui commencent à faire du sens dans ce domaine-là. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est quoi la probabilité que la vie apparaisse quelque part. Est-ce qu'il y aurait une manière dans le spectre d'identifier une civilisation intelligente de juste la vie au sens animal? On pourrait, mais là, c'est une autre coche de difficulté. Okay. Pour l'avoir fait, j'ai fait un postdoc ici au Centre de recherche de la Défense, puis on prenait des spectres infrarouges de l'atmosphère, puis dans le fin fond du spectre, à un endroit, on voyait une petite bosse. C'est les fluorocarbones, les CFC qui bouffent la couche d'ozone. On la voyait la signature. Donc, en théorie, si on est des extraterrestres malpropres comme nous autres, on pourrait détecter, en prenant un spectre, là, on s'entend, là, c'est comme plusieurs ordres de grandeur plus difficile que juste détecter de l'oxygène. Ah ouais, il y a de la pollution dans leur atmosphère. On voit que c'est une molécule qui n'a aucune possibilité. On pourrait le détecter comme ça. Mais au premier ordre, là, ce qu'on va détecter, c'est probablement de... Oups, cette planète-là est anormale. Quand on en a quelques dizaines, puis là, à un moment donné, il y en a une, non, mais là, l'atmosphère n'a pas rapport. Puis là, on se regarde, ce qu'on appelle le principe de médiocrité, puis on pense qu'on est comme normal. Là. Ça se peut qu'on soit complètement
anormal par rapport même aux planètes où il y a de la vie. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Là. C'est comme le principe de chercher ses clés quand on les a perdues dans la rue. On regarde en dessous des lampadaires parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière. Fait qu'on, là, on se dit, OK, ça, cette planète-là, l'atmosphère est instable chimiquement. On peut faire des modèles. On le voit rapidement. Là. Oui, c'est ça. Fait que on se dit ça, mais moi, même il y a des scientifiques qui disent, ouais, mais là, c'est parce que ça dépend du modèle que tu utilises. Puis si tu oublies un processus biochimique, géologique, comme sur Mars, par exemple, on trouve du méthane. Puis le méthane sur Mars n'a pas de vie. Il est brûlé dans l'atmosphère rapidement à cause des rayons ultraviolets, tout ça. Fait que là, ben, ça pourrait être une source de bactéries. Les deux sources possibles de méthane, des bactéries ou des réactions chimiques. Puis les gens ils disent, ça ressemble plus. Ça, là, c'est pas évident de distinguer l'un de l'autre. Là, donc, c'est toujours le problème, là, vraiment, là, avant qu'on décide, OK, ça, c'est à moins que ça soit stupéfiamment évident, là, que c'est une planète qui a plein d'oxygène, comme sur la Terre, on ne se posera pas la question. Mais si c'est des traces, ben là, ouais, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, il y a des techniques, mais comme sont plus difficiles, bien là, on ne sera peut-être pas capable de les appliquer. J'ai l'impression qu'on cherche des fois justement là, des traces de vie, alors que d'autres fois, comme vous, je le disais tout à l'heure, que vous avez travaillé sur un système de codage pour lancer des messages. Donc, c'est comme si on cherchait plus des formes de vie intelligentes. Comment ça s'articule dans le milieu scientifique? Est-ce qu'on est d'abord à la recherche de vie ou de civilisation? Je vous dirais que 95 ou comme 99% du travail, c'est vraiment l'étude des exoplanètes, puis dans le but ultime de trouver de la vie éventuellement. Puis c'est pas même encore là, c'est pas une grosse partie du monde. La majorité des gens qui regardent les exoplanètes essaient de comprendre comment ils se forment. Comment, statistiquement, ben là, il y a plus de tel type. Donc, on va du temps éventuellement, on va regarder les atmosphères des exoplanètes, les gens essaient de trouver, les comprendre, puis là, si on découvre l'oxygène, on se dit, ben tu sais, il y a de la vie sur cette planète-là. Puis ça, c'est quelque chose qui va peut-être arriver d'ici 20-30 ans, je sais pas, une possibilité. S'il y en a beaucoup dans l'univers, si c'est super rare. Il y a combien de planètes semblables à la Terre? Écoutez, on ne sait pas exactement, là, mais il y a une centaine, 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, mettons un chiffre. Puis il y a un certain pourcentage, c'est peut-être 10%. Donc, des planètes, il y en a des milliards, là, des planètes qui auraient à peu près la même taille que la Terre, à peu près à la même distance. Ça, c'est juste dans notre galaxie. Dans notre galaxie. C'est l'univers, et puis il y en a autant d'étoiles, tant de galaxies dans l'univers que d'étoiles dans notre galaxie. Donc, c'est un travail de moine là, qui peut durer. Oui, bien, c'est ça. C'est un job de plusieurs siècles. Là, mais en science, ça a l'air niaiseux, mais. Il faut être un peu détaché. Oui, mais. Moi, chez les gens, ils ne comprennent pas, mais. Moi, le dernier projet, j'ai fait 20 ans que je n'ai pas fait toucher à rien de spatial, à tout fin pratique. Là. Puis j'ai appris la semaine dernière que le dernier projet de satellite sur lequel j'avais travaillé est rendu en orbite. Et ça fait 20 ans. Puis il va être resté en orbite pendant une dizaine d'années. Fait que, tu sais, à l'échelle d'un scientifique, tu décides de faire du spatial, bien, tu commences quand tu es jeune parce que tu vas faire ta carrière là-dessus. Moi, le projet James Webb, il a été lancé il y a quelques années, puis il y en a encore pour une bonne décennie en orbite. Moi, j'ai travaillé dessus quand j'étais étudiant, en 97. T'sais, ça a pris 20 ans pour le préparer. Donc, quand on dit que c'est un projet de plusieurs siècles, ça a l'air épeurant, là, mais les cathédrales, ça a pris plusieurs siècles. Mais c'est progressivement. On ne le fait pas. On a des étapes intermédiaires de réalisation. Puis comme pour chercher les extraterrestres, c'est aussi un projet à long terme. Là. J'avais étudié en cégep, j'ai fait le calcul. Il faut faire ça pendant 2000 ans là, pour commencer à avoir des... Parce que c'est une question de... de la vie là, sur Terre, il y en a eu pendant 3 milliards d'années au moins. De la technologie, il y en a depuis 50 ans à peu près. 50, 60 ans. Fait qu'il faut que ton volume d'univers que tu t'explores est beaucoup plus grand, puis avec une sensibilité qu'on va commencer à avoir. Il y a un grand projet de radiotélescope qui s'appelle le Square Kilometre Array. Le Canada est partenaire là-dedans. Il est sur 2 continents. Il y a un bout qui est en Afrique du Sud, l'autre bout est en Australie. Puis, on va avoir de la sensibilité pour détecter... Est-ce qu'ils vont je ne comprends pas, les 2 bouts, ils vont se réunir? Oui, en fait, ils ont séparé les fréquences pour des raisons En Australie, il y a moins dans certains domaines de fréquences, il y a moins de pollution radio qu'en Afrique du Sud parce qu'ils ont mis ça au milieu d'un désert. Là, fait qu'il n'y a absolument rien là. Mais même en Afrique du Sud aussi. Mais c'est que l'idée, c'est de brancher des centaines, des milliers d'antennes ensemble pour avoir de la surface collectrice, pour avoir de la sensibilité.
Et on atteint les seuils de sensibilité que s'il y a des postes de TV sur Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, on pourrait les détecter. On ne pourrait pas écouter la TV, mais on pourrait moins savoir qu'il y a des émissions. Puis ça, c'est les postes de TV, mais ce qui fait le plus de bruit, à part les radars qui servent à détecter les missiles balistiques, là, qui sont vraiment super puissants, c'est les radars météo que n'importe quelle civilisation risque d'avoir. C'est comme utile. Donc, on commence à avoir la sensibilité. Les gens qui font de la recherche d'intelligence extraterrestre, en privé, là, ils vont vous dire on s'attend que ça soit un peu comme nous on a fait, c'est d'envoyer des signaux ciblés ou certaines activités scientifiques particulières qui sont particulièrement intenses. Mais quand même, on pourrait... Là, l'idéalement, c'est commencer à trouver une planète où il y a de la vie. Puis là, on augmente nos chances de peut-être facteur 100 de trouver une civilisation. Puis après ça, on va essayer de détecter s'il y a de la technologie sur cette planète-là. Sarah? Mais est-ce que ça me semble impossible de communiquer avec une civilisation extraterrestre, étant donné les distances, le temps que le signal soit rendu, le temps qu'il nous revienne? De quelle manière vous percevez ça quand vous envoyez un signal? C'est quoi une communication qui va être asynchrone. Fait que ça, on s'est entendu. Okay. Fait que c'est plus comme... je veux dire, c'est plus comme des feuillets publicitaires qu'on... Mais tu sais, on l'a, mais juste dans un sens. Quand on lit des livres qui ont été écrits il y a 3 000, 4 000 ans, on lit Gilgamesh, par exemple, c'est un des plus vieux livres. Ben, c'est une communication du passé vers le... C'est un peu unidirectionnel. C'est pas bidirectionnel, mais bon, c'est unidirectionnel, mais c'est quand même une communication. Fait que là, il y a d'autres difficultés. Là, entre humains, on se comprend quand même parce qu'on a... Le problème avec tous les symboles puis les signes, c'est que ça prend un contexte. Je suis membre d'un groupe de recherche en sciences forensiques, puis c'est qu'une anomalie a un sens dans un contexte. Une tache de sang, c'est une scène de crime, ça a un sens parce que c'est sur une scène de crime. Tache de sang dans une boucherie, c'est pas la même signification, même si c'est la même tache de sang. Donc, ça, c'est la difficulté qu'on a, parce qu'entre nous, entre humains, on vit tous une expérience commune, même... Les deux humains, on peut voir par les explorateurs, ils arrivent à un autre endroit, tu sais, je veux manger, je fais ça, puis les gens comprennent le sens, mais tu peux pas faire ça avec un extraterrestre. Mais ça, moi, comment vous êtes arrivé à déterminer que OK, les messages qu'on envoie, ça va être avec ces codes-là? Bien, en fait, on ne sait pas grand-chose des extraterrestres, en fait. On sait juste une affaire, c'est qu'il a fallu qu'ils fabriquent un radiotélescope pour attraper nos signaux radio. C'est une supposition. Ben non, mais s'ils n'ont pas de radiotélescope, ils ne peuvent pas recevoir le signal radio. Fait que c'est juste les extraterrestres qui font des radiotélescopes avec qui on peut parler. Je comprends. Fait que ça se peut qu'il y ait des extraterrestres sur... moi, j'ai toujours dit l'exemple. Sur Europe, une des lunes de Jupiter, il y a des océans en dessous de la glace. Puis là, il y a une civilisation de baleines géantes ou de calmars géants. Sont 10 milliards d'individus, mais eux autres, ils n'ont pas de technologie parce qu'ils vivent dans l'eau, fait qu'ils ont des champs, puis toutes des légendes, puis des affaires qui pourraient être bien intéressantes pour nous, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec eux autres parce que même, ils ne font pas de radiotélescope. Fait que c'est un peu ça. Donc, c'est juste les extraterrestres qui font des radiotélescopes qu'on va pouvoir parler. C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. Oui. Même puis, je veux dire, même c'est encore plus complexe. Oui, c'est en bas de ça en termes de probabilité, mais en fait, c'est ça. On se dit, OK, il y a un extraterrestre là-bas qui fait des radiotélescopes, puis il est probablement intéressé à communiquer avec d'autres civilisations parce que pour lui, c'est pas un signal. Ah, tiens, il a reçu un signal radio, comme, mettons que c'est un opérateur de radar, puis il reçoit un signal, puis c'est des parasites, puis vidange, là, c'est une option aussi. Fait que ça prend quelqu'un à l'autre bout, ah, tiens, hey, c'est pas normal, ça. On a des raisons de penser, étant donné qu'eux aussi ont des étoiles, ils vont développer les mathématiques, ils vont développer, ils vivent dans le même univers, donc. Est-ce qu'il y aurait tendance à développer les mêmes choses que nous, finalement, parce qu'il n'y aurait pas le choix de faire de l'astronomie pour comprendre? Nous, on a une évolution technologique sur... Bon, on ne sait pas encore, c'est peut-être totalement normal. Il y a des civilisations qui ne l'ont pas développé sur Terre. Là. Il y a certains trucs comme l'astronomie, c'est assez universel. Pour une raison bête et méchante de survie, là, c'est que le passage du temps dans des environnements où il y a du climat, là, on s'entend que quand tu vis sur l'équateur, c'est pas un gros stress, à moins pour la navigation. Vont développer une culture astronomique. Les Iroquois ici, ils cultivaient du maïs, puis c'était super important de savoir à quel moment de l'année le planter. S'il y a un petit redout printanier, puis tu te fais avoir, puis tu sèmes tes graines tôt, ils vont geler, puis là, tu vas mourir de faim à l'automne. Fait qu'à un moment donné, donc ça, on sait ça. Fait qu'il y a toujours des développements technologiques, sauf dans certaines sociétés un peu, pour toutes sortes de raisons, qui avaient des difficultés territoriales. Fait que la technologie... Depuis 3 000 4 000 ans, ça se développe. Fait qu'on a tendance à croire qu'ils vont développer.
il y a un intérêt à développer de l'astronomie, je ne sais pas, par la curiosité, nous, on est comme ça. Peut-être que c'est pas naturel dans l'univers d'avoir des créatures qui se posent des questions sur la nature du monde. Là. Peut-être qu'on trouve ça bien naturel parce que pour nous autres, ça l'est, mais peut-être les autres. C'est Teilhard de Chardin, il disait que ce qui distingue les humains du reste de la congrégation, c'est ils veulent connaître la nature du monde, la place des hommes. Donc, nous, on s'intéresse à des trucs qui n'ont aucune utilité pratique. Là, je veux dire, Mais dans le milieu des astrophysiciens, est-ce que c'est comme marginal de s'intéresser aux extraterrestres ou c'est assez répandu? Ben, je vous dirais, à peu près tout le monde s'intéresse à ça. Ceux qui en font de la recherche, c'est un tout petit groupe. Là. C'est moins, peut-être 1% de... Puis, tu sais, la plupart, il y en a qui font juste ça à temps partiel. Là, c'est des spécialistes des exoplanètes qui s'intéressent ou des radioastronomes qui... moi, je fais de la radioastronomie, puis j'ai un Y sur mon radiotélescope qui nourrit une machine. Tu sais, c'est souvent comme ça, parce que c'est... Puis il y a quand même, des fois, des intérêts techniques, puis des intérêts, les technologies, ce qu'on appelle des à double usage. Là. Puis on se dit aussi qu'on risque de trouver des choses. Indépendamment, en histoire des sciences, puis des raisons théoriques, quand on améliore ce qu'on appelle le volume là, des cas d'exploration, on risque de trouver des affaires. L'astrophysique, c'est le discours qu'on dit tout le temps quand on a besoin de plus gros télescopes. Meilleur instrument. On va agrandir l'espace. C'est comme ça qu'on a découvert la première planète. On avait cherché pendant des années, puis c'est des gens qui étudiaient des étoiles doubles qui l'ont trouvé. Puis, parce qu'il y avait des appareils plus sensibles, puis ils en faisaient des quantités industrielles. Ils ont tombé sur la première planète 51 Pégasi. Ils ne cherchaient pas des planètes. C'est devenu des spécialistes des planètes après ça. Comme je disais, les gens, ils changent de domaine, mais c'est vraiment une question en cherchant, moi, je travaille sur les exoplanètes. Tout le monde qui travaille sur les exoplanètes s'intéresse à ce qu'on appelle essayer de trouver c'est quoi la stabilité. Il faudrait qu'une condition que l'atmosphère soit stable, qu'on puisse avoir une planète qui pourrait abriter de la vie. Puis les gens, c'est rattaché aux géophysiciens qui étudient l'histoire de la Terre, aux paléontologues. C'est très, très, très multidisciplinaire. Des conférences d'astrobiologie du monde de tous les domaines. La partie qui s'occupe évidemment de recherche et d'intelligence extraterrestre, c'est beaucoup plus petit que toute l'astrobiologie. Puis ceux qui font des messages, on n'est pas beaucoup. Même dans ceux qui cherchent les extraterrestres, c'est une toute petite gang. C'est vraiment un petit groupe. Ça passe très vite, Yvan. Il reste à peine quelques minutes. Je sais que vous avez beaucoup milité comme astrophysicien contre la pollution lumineuse. Dites-moi, pourquoi c'est important pour vous que les gens puissent voir le ciel? Ça fait partie de notre héritage commun, comme humain. C'est triste. Il y a quelque chose de formidable. En nuit, pas de lune, dans un ciel noir. On voit la Voie lactée, on voit l'immensité de l'univers, puis notre petitesse par rapport à ça. Dans les ciels voilés, qu'on est en ville, on a 4 étoiles, puis si tu es un avion, on n'a pas ce sentiment-là de... moi, je l'ai vécu au Mont-Mégantic. C'est toujours la même émotion qui naît quand des conditions parfaites d'observation. Moi, j'observais des galaxies, donc j'avais juste des nuits, pas de lune. C'était merveilleux pour ça. Mais c'est extraordinaire, là, cette espèce de... Il y a des étoiles, là, on ne peut pas les compter tellement il y en a. La noirceur, mais en même temps, il y a une lumière. Malgré tout, nos yeux voient encore la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est une expérience... Puis ça, tous les humains de tous les temps, avant qu'il y ait de la pollution lumineuse, l'ont partagé. Là. Donc, c'est quelque chose... C'est quelque chose vraiment qui risque de manquer à l'humanité, indépendamment de l'impact sur l'astronomie, qui est vraiment dramatique. Là. Monsieur Duthil, astrophysicien, vous êtes aussi l'auteur d'un récit romanesque et historique en 2 tomes intitulé « Nuque flash à la Macasa » qui paraîtra dans les prochains mois aux éditions Crescendo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. La discussion continue, alors gênez-vous pas pour prendre la parole, pour nous éclairer aussi de votre science. Nous éclairer. Oui, c'est ça. On continue la discussion sur les extraterrestres dans quelques instants. Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour.
Sarah, je sais que tu t'es toujours intéressée là, au rapport entre la foi et la science. Tu es une amatrice de l'Observatoire du Mont Mégantic, dont on parlait il y a quelques instants avec M. Duthil. Oui, j'ai déjà travaillé. Puis, les extraterrestres ne passent pas à côté de ces enjeux là, couverts par le Vatican. Comment tu as découvert ça, là, que le Vatican parle des extraterrestres? Bien, il ne s'agit pas d'avoir froid aux extraterrestres. C'est plus de savoir comment ça pourrait s'articuler, la possibilité de la vie dans l'univers, avec la foi chrétienne qui croit quand même en Quoi un qu'on Dieu peut fait croire qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Oui, donc, mais sérieusement, l'Église peut paraître rétrograde. On pourrait penser qu'elle ne s'est pas intéressée à la science. Au contraire, c'est un des endroits où il y a eu un des premiers observatoires d'astronomie au Vatican. Donc, c'était le pape... un des premiers... Oui, 16e siècle. 16e siècle. Oui. Ensuite, bon, vous me corrigerez, je ne sais pas si c'est le premier exactement, mais c'est le pape Grégoire qui a réformé le calendrier julien. Maintenant, on a le calendrier grégorien. Ouais. Puis, dans le fond, les chrétiens, ben, pour la fête de Pâques, ça dépend de l'astronomie, en fait. C'est jamais la même date. Pourquoi? Parce que c'est... le premier dimanche après la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. Ça fait plusieurs années que j'essaie de comprendre ça, puis j'y arrive pas encore. Puis c'est important, c'est printemps ecclésiastique et pleine lune ecclésiastique, avec des tables qui datent des années 1600. Bon, donc, c'est pas les versions modernes. C'est le Concile de Nicée-Constantinople en 328 que ça a été défini. C'est la règle du Comput. Je suis curieux de savoir comment la communauté scientifique, les astrophysiciens, perçoivent les efforts du Vatican pour, en astrophysique. Est-ce que c'est un peu risible? Ou non, mais écoutez, le Vatican a restauré, j'espère pas dire de conneries, c'est à la fin du 19e siècle qu'ils ont restauré l'observatoire. Le Vatican, c'était à l'époque qu'ils voulaient se rapprocher de la science, parce qu'il y avait eu l'affaire Galilée dans les années 1600, mais là, il y a un observatoire qui était au Vatican. Ils ont été obligés de le déménager à Castel Gandolfo à cause de la pollution lumineuse. Mais le Vatican, à l'époque, il était dans la science de l'époque. Il faisait une cartographie du ciel, un projet pharaonique qui s'appelle la carte du ciel. Okay. Il y a un jésuite puis des sœurs qui ont numérisé des plaques photos pendant des 50 ans ou 100. En tout cas, c'est une affaire de fou, là, un projet. Vraiment, ça retardait la science européenne parce que tout le monde travaillait sur ce projet-là. Mais le Vatican est aussi connu pour une autre chose, qui est sa collection de météorites. À Castel Gandolfo, la résidence du pape, il y a un gros musée, puis il y a plein de météorites. J'en parle dans mon roman, c'est pour ça que j'étais au courant. Puis... ils ont un observatoire en Arizona aussi. Donc, et ça fait partie, tu sais, l'Académie pontificale des sciences, ça fait partie... Ils ne veulent pas avoir une opposition avec la science. C'est pas supposé non plus. C'est supposé être comme un peu en parallèle, ces deux univers-là. Fait que le Vatican, à l'époque, avait essayé de se rattacher. Puis, il y a quand même, c'était des mécènes. Ils étaient riches, ils avaient moyen de payer des scientifiques. Fait qu'ils ont payé des scientifiques pendant longtemps pour certains travaux qui intéressaient. Donc, le Vatican est vu comme une institution rigoureuse dans son approche. Oui, bien, l'Observatoire du Vatican, c'est un observatoire comme l'Observatoire du Mont Mégantic, à peu près, vous direz, du même genre de calibre. Là. C'est dans leur domaine des météorites, c'est une institution reconnue. En histoire des sciences, écoutez, ils ont des trucs hallucinants parce que c'est une bibliothèque qui date de plusieurs siècles, donc personne ne peut battre ça pour quelques grandes universités dans le monde. Donc, tu sais, ils ont en fait, si vous allez voir n'importe quelle université, ils ont toutes leur niche. Tout le monde a un petit domaine où il est vraiment le meilleur, mais tout le monde n'est pas le meilleur partout. Là. Mais là, Sarah, est-ce qu'il est question des extraterrestres dans la Bible ou... Dans la Bible, je voulais dire, le pape a même envoyé un message dans l'espace. Ah oui? Avant toute heure, là, ici. En juin, il a envoyé un message d'espérance. Oui, juin 2023. Bon. Donc, le pape aussi a fait son effort. C'est aux étoiles. Il voulait envoyer un message qui dépassait les frontières. Comme Saint François d'Assise, il prêche exactement. à l'univers. Pour la Bible, il y a à peu près une cinquantaine de mentions du mot « étoile ». On dit qu'Abraham, le père des croyants, on dit que Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. On peut dire qu'à l'œil nu, à l'époque, les étoiles dans le ciel, on en voit peut-être 5-6 000. Donc, on pourrait se dire, c'est pas une très grande descendance, mais c'est aussi dit aussi nombreuse que les grains de sable sur la Terre. Puis, des grains de sable, il y en a des milliards et des milliards, là. Donc, c'est comme si ça pourrait laisser penser que
Ben oui, il y a peut-être une infinité d'étoiles, donc une infinité de planètes aussi. Ouais. Après ça, on parle des cieux. Bon, on parle aussi des anges et des extraterrestres. Dans quel sens? Ben, c'est des créatures qui sont pas terrestres, qui sont spirituelles. Mais c'est vrai que je pense que c'est le prophète Isaïe là, qui parle à un moment donné des anges, là, puis c'est comme... c'est assez... Ça a l'air d'un extraterrestre. Ouais, là, oui, mais c'est le char... On est loin de la représentation du petit chérubin. Là. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est le char d'Ézéchiel. Là. On peut voir dans des reportages sur Canal D comment que la Bible avait prouvé l'existence des extraterrestres. Okay. Donc, il y a comme un char céleste. Bien, évidemment, les pères de l'Église vont avoir une autre interprétation. Oui, il y a beaucoup de théories. Oui, ben, c'est une occurrence. Puis c'est un char avec une plateforme qui descend du ciel avec plusieurs têtes, plusieurs yeux. Mais sinon, la Bible est assez silencieuse, au sens où ceux qui l'ont écrit étaient d'une certaine époque aussi. Mais on pourrait trouver peut-être des traces. Comme Georges Lemaître, lui, quand il a fait sa théorie du Big Bang, il s'est inspiré de la Genèse. C'est sûr que la Bible, c'est un livre qui parle du salut. Galilée va dire, la Bible nous dit... comment aller au ciel et non comment va le ciel. Donc, il ne faudrait pas trouver des traces littérales d'explication de comment fonctionne le monde. Mais, comme on croit que Dieu a écrit la Bible, en un sens, on pourrait penser qu'étant donné que c'est le Créateur, il pourrait avoir des petites traces, mais ça reste quand même, c'est ça. Il y a Raël là, qui parle des Élohim, là, mais ça, c'est autre chose. Oui. Est-ce que l'Église a une position officielle, Sarah, sur l'existence ou pas des extraterrestres? Elle n'a pas de position, dans le sens qu'elle ne se prononce pas contre, mais évidemment, elle ne va pas dire il y a des extraterrestres. Donc, une possibilité, puis elle réfléchit à cette possibilité théologique. Ça date pas d'hier qu'on réfléchit sur la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers. On parlait de la pluralité des mondes. Donc, déjà, un père de l'Église, Origène, s'est exprimé sur la question. Il y avait eu un gros débat en 1277. L'évêque de Paris avait tranché parce qu'il y avait la vision aristotélicienne. Où on le dit débat, que, c'était quoi exactement? C'est sûr qu'avant la révolution copernicienne, on pensait que la Terre était au centre de l'univers puis que ça ne tournait pas autour du Soleil. Donc, l'homme, c'était une vision très anthropocentrée. Puis dans le fond, je pourrais pas trop donner de détails, mais l'idée, c'était est-ce qu'il y aurait, d'autres mondes? Puis l'évêque de Paris avait tranché en disant, on ne devrait pas imposer nos limites à Dieu. T'sais, si Dieu a créé une multitude de mondes, il est libre de le faire. Donc, puis après ça, il y a eu la révolution copernicienne comme on la connaît. Puis là, ça pose la question des planètes habitables, qu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres soleils semblables aux nôtres, puis d'autres planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça a été un grand choc pour l'humain. Puis, évidemment, si on arrivait à communiquer avec d'autres êtres ailleurs dans l'univers, je pense que ça créerait une très grande révolution aussi. Mais le directeur de l'Observatoire d'astronomie du Vatican, lui, il est tout à fait à l'aise avec l'idée qu'il y aurait probablement... Lui, il a l'intuition qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Mais bon, ça, c'est une intuition, puis il va dire, évidemment, on ne peut pas le confirmer. Ouais. Mais c'est ça. Il suffit de réfléchir à cette possibilité-là. C'est sûr que c'est... En ce moment, on a l'impression que c'est de l'ordre de la science-fiction, mais c'est intéressant théologiquement de se poser la question aussi, puis ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'est l'homme, peut-être. Mais ça voudrait dire que si Jésus-Christ s'est incarné pour sauver l'humanité, ça veut dire que le salut s'adresserait aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur de la planète? Ça, c'est une bonne question. Il y a C.S. Lewis là, qui s'est exprimé sur la question. Oui, l'auteur des Chroniques de Narnia. Oui, l'auteur des Chroniques de Narnia. Donc, lui, à son époque, il y avait Spoutnik, le premier satellite envoyé dans l'espace. Puis, donc, c'était un peu dans l'air du temps. Puis, avec Tolkien, il s'était donné un défi d'écrire un roman, une histoire. Tolkien, c'était comme pour parler du voyage dans le temps, puis lui, ça allait être pour le voyage dans l'espace, donc religion et fusée. Puis dans ça, il pose vraiment la question de si on découvrait la vie ailleurs, rencontre du troisième type. Puis il y a un regard assez peut-être négatif sur l'homme, là, dans le sens qu'il voit que l'homme est un colonisateur. Donc, en fait, ce qu'on a fait sur Terre, on continuerait à le faire dans l'espace. Ce qui est un peu déjà le cas. Oui, puis là, il y a comme un... On est allé sur la Lune. Exactement. Donc là, dans sa nouvelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais dans sa fiction, il y a comme un businessman qui rechercherait de l'or puis qui amènerait de la corruption sur une planète où il y aurait de la bienveillance puis de l'amitié. Parce que c'est vrai que la question se pose...
Lewis l'articule comme ça, ben, il faut se demander, est-ce qu'il y aurait déjà de la vie animale ailleurs? Donc, tu sais, on t'a parlé de Saint François d'Assise qui s'adressait à toute la création. Donc, il pourrait avoir de la vie animale. Mais est-ce qu'après ça, cette vie animale-là serait dotée de rationalité et d'une âme spirituelle? Parce qu'ici, on croit que Dieu a animé l'être humain, lui a donné une âme, puis c'est ce qui fait qu'il y a une intelligence peut-être... Bon, est-ce que c'est ce qui fait la conscience? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais ensuite, s'il existait de telles créatures, est-ce qu'ils auraient péché? Donc, nous, on dit qu'on est marqué par le péché originel. Les chrétiens croient ça. Et s'il y a péché, est-ce qu'ils sont sauvés par Jésus qui s'est fait homme? Puis le directeur de l'Observatoire d'astronomie du Vatican lui disait, ben, au fond, s'il y a des créatures spirituelles ailleurs dans l'univers qui sont dotées d'une volonté, d'une rationalité, ben, elles sont peut-être comme nous, dans le fond. Ouais. Est-ce que c'est Oui, ils ne vivent pas sur la Terre, mais ils sont de même nature. Donc, est-ce que le salut en Jésus-Christ pourrait s'appliquer à ces personnes-là qu'on liserait comme on a fait sur d'autres continents? On enverrait des missionnaires en fusée. Mais ça, c'est une question. T'sais, pourquoi après ça, ce serait incarné sur Terre puis pas ailleurs? Mais après ça, c'est encore l'idée de mettre des limites à Dieu. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu trouver un autre moyen de les sauver? Donc, puis là, c'est la question, est-ce qu'on est une anomalie ici sur Terre d'avoir péché puis qu'on serait la seule planète? Ben, c'est ça. Ben, en fait, on parlait des anges, mais c'est ça. Dans la discussion, je me souviens originalement, c'est ça. Est-ce que c'est des êtres surnaturels, un peu comme les anges qui sont parfaits, qui n'ont pas touché par la tâche originelle, contrairement aux hommes? Fait que là, il y a des anges déchus quand même. Oui, mais c'est ça. Il y a toutes sortes de possibilités. Fait que là, c'est ça la question. Est-ce que c'est... mais nous, en fait, scientifiquement, tu as l'autre problème, c'est plutôt qu'il y aurait de la vie sur Mars. Est-ce qu'on va on peut la trouver, ça serait plaisant, mais est-ce qu'on faut la protéger ou pas? Une question éthique. Oui, il y a des questions éthiques, en fait. C'est plus... on parle du protocole de bioprotection planétaire. Puis ça, c'est un problème. Sur Mars, là, encore, il y avait un article il n'y a pas longtemps où du lichen peut survivre, apparemment. Donc, malgré que l'environnement est hyper dangereux, donc on pourrait contaminer la surface. Puis s'il y avait de la vie là, on pourrait l'affecter. C'est pas quelque chose nécessairement même si c'est des bactéries, comme humains, on a des responsabilités en théorie. Là, puis ça, c'est problématique. Là. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on se pose. Puis là, bon, c'est ça, s'il y a d'autres êtres. Nous, quand on faisait des messages, on se posait la question, OK, est-ce qu'on peut faire de quoi de dangereux sans le vouloir? Venir troubler une civilisation. Moi, j'ai des gens, un collègue, Richard Kerrigan, lui, il a peur des messages qu'on recevrait qui pourraient être toxiques. En fait, on pourrait imaginer... si vous avez vu le film Contact, là, ils font une grosse machine, puis il y a des moments donné, ils en disent, ouais, mais c'est une méga-bombe, tu sais. C'est une bombe. Ils font-tu faire une grosse bombe atomique pour nous éliminer parce que tu ne veux pas avoir de compétition dans la galaxie, fait que tu trouves, tiens, il y a des niveaux qui viennent de marquer. On lui fait un coup de cochon. Mais tu sais, moi, j'avais dit, il y avait pas Richard Kerrigan n'avait pas des virus informatiques. Il a dit non, ça se peut pas parce que ce pas des systèmes d'exploitation. Mais on pourrait imaginer des virus culturels. Moi, ma théorie personnelle la plus favorite, c'est on dit que le théorème de Fermat est faux. Ça nous a pris 350 ans à montrer qu'il était vrai. Puis là, t'as des extraterrestres qui te l'envoient. Hey, c'est telle théorie. Ou une théorie physique qui a l'air vraie, mais qui est une fausse piste. Puis là, tu perds 150, 200 ans. Puis là, en quelques siècles de civilisation, ça ne dure pas si longtemps que ça. Fait que si tu perds 100, 200 ans sur une solution qui est no future, bien, ça peut être juste assez pour il est plus compétitif. Non, mais c'est clair que peu importe ce serait quoi le message, ça viendrait troubler notre culture. Oui, mais encore là, nous, en fait, on a eu beaucoup ces discussions-là. C'est si 99 % de chance que le premier signal qu'on va recevoir, ça va être un radar météo ou planétaire. Fait que, OK, il y a des extraterrestres, cool, mais là, tu sais, on ne peut pas dire que c'est transcendant, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme découvrir de la vie sur Mars, et c'est le fun, là, mais bon, ça change. Probablement que ça ne sera pas aussi traumatique, mais tu sais, si on reçoit un gros message avec plein d'informations, parce qu'il y en a des dangers, c'est que justement, tu peux détruire toute la recherche scientifique. Là, c'est comme les jeunes à se faire avec Google. Là. Tout est déjà fait, fait que j'ai pas besoin de me casser le pompon pour lancer des satellites dans l'espace. Comme les colonisateurs ont détruit des cultures, malheureusement. Oui, en fait, même sans le vouloir, ici, au Québec, les Européens ont envoyé Peter Van de Kamp, qui était un naturaliste, pour étudier les médicaments des Autochtones.
Quand il est arrivé, il dit là, il n'y en a plus parce qu'ils ont tous adopté des médicaments des Français qu'ils trouvaient meilleurs. Fait que, c'est le risque aussi de la diversité culturelle. Chaque coin du monde trouve sa solution dans son environnement. Tu risques de détruire ça, peut-être. Là, ou en profiter. Là, c'est juste comment on le fait d'une façon sécuritaire. C'est ça. Ça pose vraiment des bonnes questions. Sarah, en terminant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que l'Église dit, du lien entre la foi et les extraterrestres? J'aimerais, je dévie un peu la question, mais j'aimerais amener une citation d'un astronaute, James Irwin, qui aurait dit c'est grand l'homme qui marche sur la Lune, mais c'était encore plus grand Jésus-Christ qui marche sur la Terre. Donc, c'est un astronaute qui a dit ça. Mais je trouvais ça intéressant parce que je me disais, au final, nous, notre planète, elle est ici. On vit ici. C'est intéressant pour l'imagination de se projeter. Mais finalement, quelle est la finalité du cosmos? En tout cas, c'est déjà qu'on existe et qu'on en soit conscient puis qu'on puisse s'émerveiller de notre présence dans cet univers. Ce que je comprends, c'est que ça prend un sens à l'existence puis au cosmos aussi. Oui, c'est ça. Puis le fait qu'on soit capable de le penser, c'est déjà grandiose. Merci beaucoup, Sarah Christine Bourriane. Tu es journaliste pour Le Verbe Média. Merci, Sarah. Merci. Après la pause, les aspects symboliques et culturels des extraterrestres. Jean-Philippe Marceau, salut et bienvenue, on n'est pas du monde. Salut, James. Tu es, je rappelle, blogueur, éditeur et auteur pour The Symbolic World et le balado du même nom aussi, son équivalent en français de le monde symbolique, avec la vie symbolique, pardon, avec Jonathan Pajot. Tu es déjà venu nous parler des extraterrestres. Là, tu as quelques mises à jour. On va repartir du début, par contre. Mais là, il y a quand on regarde notre culture, là, on en parlait en début d'émission, il y a quand même depuis qu'on s'intéresse aux extraterrestres, une grande part de notre imaginaire collectif contemporain qui présente un peu les extraterrestres comme des créatures effrayantes, menaçantes. Pourquoi? Ou très positif, ça dépend. Il y a cette dualité-là, mais c'est vrai pour plein de monstres, en fait. Là. Où l'arrivée, c'était quand même positif aussi. Il y a toujours cette dualité-là. Puis, en fait, c'est vrai de plusieurs monstres. Là. Maintenant, on parle beaucoup d'extraterrestres, puis il y a des raisons pour ça, mais avant, c'est le fun de penser en général à d'autres exemples de monstres. Un exemple de monstre qui est présent dans à peu près toutes les cultures, c'est le dragon. Le dragon, tu sais, dans son apparence, ça va être un mélange de tous les prédateurs humains. Fait qu'un mélange d'oiseaux, de proies qui venaient manger nos ancêtres mammifères, aussi serpents qui venaient nous mordre, nous tuer, puis aussi de félins avec des griffes qui peuvent aussi venir nous dévorer, des lions, par exemple, dans la savane. Fait que c'est comme une catégorie abstraite de prédateurs humains. Qui peut, oui, nous tuer, mais aussi, il y a un aspect positif au dragon, c'est que d'habitude, le dragon, il y a de l'or ou il y a la princesse. Il y a quelque chose aussi de potentiel, de positif chez le dragon. Puis il y a des bonnes raisons pour ça aussi dans notre imaginaire collectif, c'est que si tu es capable, toi, d'aller dompter le dragon, d'aller tuer le dragon, ben tu as gagné un gros prix pour vrai. Là. Tu vas vraiment avoir accès à des ressources comme de l'or, comme la princesse, par exemple. Puis, la bave de dragon. Puis on sent de ce genre d'histoire-là pour nous pratiquer de façon abstraite sans qu'on s'en rende compte. C'est les enfants qui se déguisent en chevaliers puis qui vont tuer des dragons, ils ne savent pas nécessairement que c'est ça qu'ils font. Ou des adultes qui se déguisent pour aller à Comic-Con en leur héros préféré, ils se rendent pas nécessairement compte. Ils se rendent pas nécessairement compte de ce qu'ils font. Mais reste que ce que ça fait au niveau de la psychologie, c'est qu'on pratique à comment agir face à certains dangers. Puis dans l'histoire de dragon, par exemple, un truc classique, c'est que faut pas que tu attendes que le dragon vienne attaquer ton village. Là, il est comme trop tard. Là. Il faut que tu réussisses à aller toi-même, comme sortir du village, confronter le dragon quand il n'est pas prêt. Là, tu peux le dompter, puis ensuite aller extirper le potentiel positif qu'il y a là-dedans. Fait qu'on fait ça avec plein d'histoires de monstres. Là. Si vous regardez, généralement, dans nos histoires de monstres, il y a un côté positif, un côté négatif. Puis ça nous apprend à comment gérer un certain genre de danger. Le dragon, je pense, c'est comme le monstre le plus primordial pour les humains, pour des raisons évolutionnaires, comme j'ai mentionné tantôt. Là, ça regroupe comme tous nos prédateurs. Mais d'autres monstres plus précis vont avoir aussi une fonction plus précise pour nous enseigner à comment gérer tel genre de danger. Un truc pour s'approcher des extraterrestres, qui est bon de prendre comme intermédiaire, c'est les cynocéphales, donc les hommes à tête de chien, où on peut se parler des géants. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ça parce qu'on a exploré toute la Terre, puis on sait qu'il y a des humains sur toute la Terre, puis la civilisation a essentiellement comme englobé toute la Terre. Maintenant, à peu près tout est rendu sécuritaire pour nous. Même dans les eaux profondes. Oui, bien ça, c'est quand même dangereux, mais au niveau des humains, il y a très peu de régions où il y a des humains qui sont dangereux pour nous. Ouais. On a à peu près dompté tout le monde. Fait que maintenant, on n'a plus besoin, dans notre imaginaire collectif, de penser
aux étrangers comme des hommes à tête de chien ou comme des géants qui ont le pouvoir de nous tuer, mais qui ont aussi peut-être le pouvoir de collaborer avec nous et de faire des choses utiles. Mais avant, c'était très commun. Là. Tu regardes des maps médiévales dans pleine culture, puis les hommes qui sont très éloignés de nous, ben, c'est des hommes à tête de chien. En fait, ce que je comprends, c'est que ce qui nous est inconnu, on le représente un peu d'une manière mystifiée ou en tout cas exagérée. Ben, je dirais qu'en général, la mythologie, les histoires qu'on se raconte avec des monstres, c'est une façon symbolique, où on peut parler de métaphore ou d'analogie, pour nous aider à gérer certains problèmes. Mm-hmm. Alors, on dépense des milliards de dollars chaque année pour créer des films, des téléséries, on passe full de temps à se raconter des histoires. C'est pas juste les enfants, les parents aussi font ça. Parce qu'à chaque fois qu'on se raconte une histoire, pas juste pour les monstres, mais en général, à chaque fois qu'on se raconte une histoire avec des personnages, des situations, ben, ça vient pratiquer notre perception de certaines structures qui sont là dans le monde pour vrai, mais on en parle de façon plus abstraite dans les films. Fait que, tu sais, on a chacun des problèmes, on a chacun des genres de dragons dans notre vie qu'on va devoir dompter, mais tu sais, on va pas faire un film spécifiquement pour le dragon que Sarah Christine a dompté cette semaine. T'sais, on va faire un film avec une structure plus générale d'un dragon que tout le monde doit affronter d'une certaine façon. Là, plein de monde vont trouver ça intéressant comme histoire, fait que plein de monde vont donner de l'argent pour ça. Donc, les films d'extraterrestres, ça serait un peu l'équivalent des contes classiques avec les dragons, c'est un peu ce que tu veux dire? Je dirais, en quelque sorte, mais c'est plus précis. Donc, le dragon, c'est très général. Je pense que ça va rester intéressant pour toutes les cultures tant que l'humanité existe pour des raisons évolutionnaires, comme j'ai mentionné plus tôt. Les extraterrestres, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Je parlais des hommes à tête de chien qui sont aux périphéries dans les autres nations. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment surpris par ce qu'on trouve sur la Terre, là. Maintenant, les gros domaines de découverte, c'est comme, il y a l'espace qu'on continue d'explorer, mais il y a aussi la technologie. Les choses qui nous effraient le plus souvent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir en science et en technologie. Est-ce qu'on va créer des machines qui vont devenir assez intelligentes pour prendre le dessus par-dessus nous? Fait qu'on a la mythologie des robots puis des extraterrestres qui arrivent avec la technologie. Puis, dans les deux cas, c'est généralement comme des êtres intelligents, mais c'est une intelligence qui n'est pas la nôtre. Il y a comme une autre intelligence qui vient s'en prendre à nous ou bien nous offrir des possibilités. Parce qu'il y a ces deux aspects-là, comme les hommes à tête de chien ou les dragons. Là. Il y a des côtés dangereux de la technologie, des choses qui nous inquiètent, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, puis on ne veut pas simplement mettre ça de côté parce que ça nous inquiète. Fait que les extraterrestres sont à la science-fiction un peu ce que les dragons sont à la mythologie, dans le fond. Oui, c'est très analogue. Fait que c'est pas surprenant qu'on pense à ça beaucoup aujourd'hui. C'est un problème, en fait, qui fait juste s'intensifier. Là. Donc, on va continuer de se raconter des histoires là-dessus. C'est pour ça aussi que ont des histoires de gens qui disent qu'ils se font enlever par des extraterrestres, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez récent. Il y avait des analogues anciens, en fait. Si tu compares, par exemple, les histoires de gens qui se font enlever par des extraterrestres aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à des gens qui disaient qu'ils se faisaient attaquer par des démons au Moyen-Âge. Des succubes, des incubes, puis on explique ça scientifiquement par la paralysie du sommeil, mais pour en avoir déjà fait, c'est exactement ça. T'es paralysé, il y a quelqu'un qui est là, qui te regarde, là, puis pour le reste, ça dépend de la situation. Donc, c'est des mythes, écoute, ça date de l'Antiquité, là, ces descriptions-là. Là. De gens paralysés avec une espèce de... Je pense que le succube, il s'assoyait sur la personne. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais effectivement, les succubes viennent comme voler la semence des hommes, surtout. Puis, il y a un autre genre de démons, c'est des incubes qui vont comme fertiliser des femmes avec cette semence-là, mais le but, c'est comme de mélanger. Mais c'est drôle parce que c'est des trucs de perversion sexuelle qu'on trouve un peu bizarres, mais il y a ça qui ressort assez régulièrement dans les histoires d'enlèvement par extraterrestres. Les gens, la nuit, disons, ils deviennent paralysés d'une certaine façon. Ce soit chez eux, des fois, les gens, ils racontent que ça s'est passé quand ils étaient ailleurs. Là, c'est dur de dire, okay, est-ce que c'est juste psychologique, disons, ou ça s'est passé comme d'une certaine façon physiquement aussi? Oui, puis il y a toute une esthétique, là, comme ce qui a inspiré beaucoup les films Alien, là, espèce d'érotisme extraterrestre un peu. Là, c'est assez un peu ténébreux aussi. C'est assez particulier, tout ça. Oui. Ben, il y a vraiment... Il y a beaucoup de gens qui voient qui disent voir des ovnis aussi. Là, voir des ovnis, c'est pas bon pour identifier ce que c'est. Oui, c'est ça. Au Mégantic, il y avait des appels des fois de gens qui disaient « Moi, j'ai vu des extraterrestres. » J'ai répondu à quelques appels comme ça quand j'étais étudiant. Puis... Mais ovni, ça veut dire objet non identifié. Oui. C'est pas nécessairement... Oui, puis moi, j'ai analysé à une certaine époque, je n'ai jamais terminé ce travail-là, mais il y a une grande banque de données canadienne, UFO Survey, où tous les rapports d'OVNI sont envoyés par quelques organismes là, qui s'occupent de ça depuis
75 ans, quelque chose comme ça. Il y a des dizaines de milliers de rapports. Mais la très grande majorité, 97 c'est Jupiter, Vénus, des aurores. C'est des avions. Un satellite. Oui, des trucs bien banals. Puis de temps en temps, une affaire un peu plus bizarre. C'est un Inuit qui vole au-dessus de la ville avec la pollution lumineuse. Ils sont brillantes. Puis c'est la vie. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais avec des amis. Puis qu'est-ce que c'est ça, cette lumière-là? Puis là, t'es là. Puis là, t'as une gang de physiciens. Puis finalement, c'est un hélicoptère qui s'en venait vers nous autres. Mais tu sais, on était juste dans l'angle, fait qu'on ne changeait pas. Mais moi, j'ai eu un épisode de paralysie du sommeil. Là, quand même, je comprends les gens parce que t'es réveillé puis t'es pas réveillé. Okay. Ça m'est déjà arrivé aussi. Tu rêves éveillé, puis là, il y avait des gris, des petits gris autour de moi. J'étais dans mon lit ou seul chez nous. Là, je me suis réveillé. Là, j'étais, oui, on doit vous me niaiser. Parce que là, c'est pourquoi moi, tu sais. Là, je me suis réveillé pour de vrai. Mais c'est sûr que ça va durer plus longtemps, puis je ne m'étais pas réveillé. Mais là, la pièce, c'est la pièce parce que tu es réveillé. Tu vois la pièce, puis c'est ton cerveau surimpose des images. Fait que là, je comprends un peu quand tu t'es pas prêt. On n'a pas la science d'aujourd'hui. Oui, mais moi, je le savais, là, mais tu sais, j'avais lu, mais je n'avais jamais vécu. Mais là, OK, là, je comprends. Puis quelqu'un que c'est récurrent, parce que c'est un problème de sommeil, puis là, ça peut créer des choses. Mais là, Jean-Philippe, donc, on parlait des succubes parce qu'aujourd'hui, il y aurait un peu des théories spirituelles qui apparenteraient les extraterrestres avec des démons, là. Oui, bien ça, c'est intéressant parce que c'est un truc qui revient plus. Je pense que c'est... Sûrement que si tu fouilles assez, tu peux trouver des gens qui disaient, depuis que les gens commencent à parler d'extraterrestres, que... En fait, ça ressemble beaucoup à ce que les gens parlaient quand ils jasaient de démons au Moyen-Âge. Sûrement que, disons, les extraterrestres, c'est juste une façon moderne pour des matérialistes d'expliquer des phénomènes qui sont spirituels en réalité. Que ce soit, disons, purement psychologique ou que ce soit quelque chose de vraiment plus spirituel. Mais peut-être la figure la plus connue pour avoir avancé ce genre de théorie-là, c'est le père Seraphim Rose. C'est un moine californien qui est mort dans les années 70. Ou 80, mais il écrit là-dessus, si je me rappelle bien, dans les années 70. C'est un peu... la première fois que j'ai lu ça, je trouvais ça surtout bizarre. Là. C'est comme une théorie intéressante, mais c'est un peu farfelu. Maintenant, par exemple, il y a plus de gens qui prennent ça au sérieux, entre autres parce que il y a un gros réenchantement qui se passe là, présentement. Là, on avait comme un gros récit matérialiste dans lequel beaucoup de gens croyaient jusqu'à assez récemment. Ça s'est effondré pour un paquet de raisons, mais disons, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus ça. Ils défectent, disons, du récit culturel populaire qu'on avait jusqu'à assez récemment que la réalité est fondamentalement matérielle, on évolue du singe, ça finit là. Puis des fois, c'est des choses vraiment violentes où les gens vont prendre des psychédéliques, par exemple. Puis là, ils vont avoir des expériences spirituelles super intenses, ils vont voir plein d'affaires. C'est très à la mode en ce moment. Ouais, c'est vraiment commun. Ou bien, carrément, plein de gens qui vont pratiquer des religions occultes. Ça aussi, c'est très commun, en forte croissance. Puis ces gens-là disent rencontrer des démons, des elfes, peu importe. Des fois, des gens parlent ça de façon positive, de façon négative. Les gens parlent de plein d'affaires. Mais c'est un réenchantement assez violent puis désordonné parce que le récit matérialiste comme plat est assez en train de s'effriter. Mais de l'autre côté, les gens, ils n'ont pas tendance à se tourner vers une religion officielle avec une hiérarchie bien claire, puis comment organiser qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Fait que les gens, ils adoptent un peu leur propre spiritualité à la carte. Puis c'est pas rare que les gens vont mélanger ça avec les extraterrestres. Parce que c'est quand même quelque chose de naturel pour les gens qui sortent du matérialisme en certaine façon. Je parlais de Raël un peu plus tôt. C'est un bon exemple. Oui, c'est assez commun. Puis c'est intéressant. Peut-être le meilleur livre là-dessus, c'est très récent. Là. C'est Rod Dreher qui a publié ça, je pense, l'été passé. C'est assez récent. Il chronique l'histoire justement de plusieurs personnes qui vivent un réenchantement comme ça, soit avec des psychédéliques, avec des pratiques occultes, etc. Ou des gens qui disaient voir des extraterrestres. Il y a une traduction francophone de ce livre-là, je pense, qui sort bientôt, ou qui est sorti là, récemment chez Artege, d'ailleurs. En anglais, je sais que c'est... j'ai pas le titre. Là. En anglais, c'est Living in Wonder. Oui, c'est ça. En français, je suis pas sûr ça va être quoi. Mais une histoire qui est intéressante là-dedans, il mentionne un homme, en fait, si je me rappelle bien, il est catholique, mais il disait qu'il se faisait comme visiter par des extraterrestres. Même là, c'est intéressant de savoir, OK, est-ce qu'il se faisait comme physiquement visiter par quelque chose ou il était en paralysie du sommeil puis il voyait des choses? Mais d'une façon ou d'une autre, il y a un problème. Il se faisait quand même déranger puis ça l'affectait psychologiquement au moins puis spirituellement comme sa vie. Puis au début, vu qu'il pensait que c'était un genre d'extraterrestre, il était comme mal à l'aise d'en parler à ses autorités spirituelles. Mais à un moment donné, je ne me rappelle pas c'est quoi l'histoire là, exactement, mais il finit par se faire un exorcisme, puis là, c'est fini. Fait que, tu sais, OK, est-ce que c'était un démon, est-ce que c'était un extraterrestre? En tout cas, la solution classique d'exorcisme a fonctionné. Puis à cause de ce genre de phénomène-là,
liés les extraterrestres. Il y a des histoires comme ça aussi qui se passent avec des gens qui pratiquent des religions occultes ou qui vont prendre des psychédéliques. À un moment donné, subissent un exorcisme puis le problème est réglé. Il y a des choses comme ça qui font qu'on peut réexaminer des solutions spirituelles anciennes à des problèmes qui semblaient très récents. Donc, le parallèle démon-alien, il est là. Les chrétiens croient aussi que les esprits mauvais peuvent utiliser notre imagination. Puis dans notre imagination, donc, il y a tous ces aspects-là de la culture contemporaine aussi qui peuvent émerger. Oui. Ben, selon Father Seraphim Rose, les genres de visites extraterrestres qui se passent, puis le fait que ça prenne la place dans notre imaginaire collectif, selon lui, c'était une façon justement pour des influences spirituelles mauvaises de nous préparer à un genre d'invasion. C'est comme une façon pour les gens modernes, matérialistes, d'accepter qu'on va se faire visiter par quelque chose, puis qu'ils voudraient peut-être qu'on les vénère, ou peut-être qu'ils vont juste nous donner des choses dangereuses pour nous. Puis c'est pas rare des gens qui vont dire qu'ils ont des contacts avec les extraterrestres, des gens qui vont dire qu'ils se sont fait donner certains savoirs techniques ou scientifiques par des extraterrestres. Ce genre d'histoire-là, c'est pas complètement anodin. Puis là c'est vraiment intéressant de savoir, OK, c'est quoi la ligne entre, disons, physiquement des êtres différents versus est-ce que c'est juste un truc psychologique, est-ce que c'est un truc spirituel? Ces choses-là sont comme toutes mêlées d'une façon intéressante, je trouve, aujourd'hui. Mais ça fait partie du phénomène de réenchantement où on n'est plus dans le monde plat matérialiste qu'on avait il y a 50-60 ans. Jean-Philippe Marceau, je rappelle que tu es auteur et contributeur au blog et au balado de Symbolic World et tu viens de publier Post-Reductionist Christianity, A Way Out of the Meaning Crisis sur le site de Symbolic World. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, James. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission en tout temps en vous rendant sur YouTube ou visiter notre site web leverbe.com pour vous abonner gratuitement à nos publications ainsi qu'à notre infolette pour ne rien manquer de ce qui est publié, diffusé. Restez à l'affût aussi pour notre émission sur les origines de la vie sur Terre qui est très proche de ce thème-ci dont on a parlé aujourd'hui sur les extraterrestres. Ça va paraître dans les prochaines semaines. Je remercie nos invités Yvan Duthil, Sarah-Christine Bourriane et Jean-Philippe Marceau. Merci à Marie Laliberté et à Marianne Martin à la technique. On se retrouve bientôt pour une autre émission d'On n'est pas du monde.